Depuis que ma mère est partie, c'est comme si je n'existais plus dans cette maison. Elle est partie avec sa tendresse, sa voix douce, sa façon de me regarder comme si j'étais la chose la plus précieuse au monde. Et depuis, une autre femme a pris sa place. Mais pas dans mon cœur. Elle me regarde comme si j'étais une étrangère, une intruse. Et mon père, lui, il ne voit rien. Aminata, 16 ans, est assise au bord d'un lit trop grand pour elle. Dans ses mains, une vieille photo à moitié froissée. Elle et sa mère enlacées sur un banc, un jour d'été. On entend les bruits du vent dans les rideaux, le silence de la maison trop calme. Elle caresse la photo du bout des doigts, comme pour sentir à nouveau la peau de sa mère. Ses lèvres bougent à peine. « Maman, pourquoi t'es partie ?» Ce simple murmure résonne dans la pièce comme un cri étouffé. C'est le genre de moment que personne ne voit, mais qui détruit à petit feu. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous pour ne rien manquer. Chaque épisode est une vérité que trop de gens vivent en silence. Sa mère est tombée malade un jour de décembre. Une toux d'abord, puis des malaises, puis les allers-retours à l'hôpital. Aminata ne comprenait pas. On lui disait que c'était une simple fatigue, que tout allait bien. Mais chaque fois qu'elle voyait sa mère, elle la trouvait plus maigre, plus pâle, plus loin. Le jour de sa mort, il n'y a pas eu de cris, ni de larmes, juste un vide. Le père est rentré, a posé les clés sur la table et a dit « Elle ne reviendra plus ». Pas d'explication, pas de regard. Comme si c'était une météo du jour. Et Aminata, figée, s'est contentée de monter dans sa chambre pour pleurer en silence. Après ça, la maison est devenue un musée triste. Les rideaux n'ont plus jamais été tirés. Les repas étaient froids. Le père silencieux, enfermé dans ses souvenirs ou dans ses écrans. Chaque objet appartenant à la mère semblait sacré. Sa tasse posée sur l'étagère, son parfum oublié dans la salle de bain, son foulard sur une chaise. Aminata les regardait comme on regarde des fantômes. Parfois, elle la sentait encore, surtout la nuit, comme une odeur qui passe, ou un souffle dans le couloir. Mais chaque jour, le monde avançait sans elle, et personne ne lui tendait la main. Personne n'avait le courage de lui dire « Je sais que t'as mal ». Un dimanche, le père est rentré avec une inconnue, belle, élégante, souriante et étrangère. Elle s'appelait Mariem. Aminata la regardait avec un mélange de curiosité et d'hostilité. Son père a dit d'un ton calme comme s'il annonçait un colis « Elle va rester avec nous un moment ». Un moment qui ne s'est jamais arrêté. Mariem s'est installée dans la maison sans demander la permission. Elle touchait aux affaires, ouvrait les placards, changeait les rideaux. Aminata, elle, la regardait en silence, se demandant « Comment cette femme peut-elle occuper la place que ma mère a laissée ?» Ce n'est pas qu'elle était méchante, c'est juste qu'elle n'avait pas sa place. Pas là, pas dans leur maison. Quelques semaines plus tard, alors qu'elle rentre du collège, Aminata trouve sa chambre envahie de cartons. Des habits pour bébé, un berceau neuf, des murs repeints. Elle appelle son père. Il répond froidement « Tu dormiras dans le salon maintenant. Il faut faire de la place pour le petit. » Le petit? Le fils de qui? Personne ne lui a demandé si elle allait bien. Personne ne lui a demandé si elle voulait partager son lit avec des souvenirs, des cartons et du mépris. Elle s'installe alors dans un coin du salon, sur un matelas trop fin, avec une couverture rêche. Chaque soir, elle entend le rire de Mariem dans la chambre qu'elle a perdue, et elle se répète dans sa tête « Ce n'est plus chez moi ici. Je suis juste une invitée de trop. » Les premiers jours, Mariem faisait semblant, un sourire forcé, quelques mots polis. Mais très vite, elle a montré un autre visage. Elle commençait à critiquer les vêtements d'Aminata. « Tu vas sortir comme ça ?» On dirait une mendiante. Elle faisait des remarques blessantes à table devant le père, sans que celui-ci réagisse. « Tu ne sais même pas te servir une cuillère propre ?» On t'a élevé dans la brousse ou quoi? Chaque mot était une piqûre. Pas directe, mais constante, insidieuse. Le pire, c'était pas les phrases. C'était les regards, le mépris, le dégoût. Comme si Aminata était une tâche gênante qu'elle devait supporter par obligation. Et le père, il détournait les yeux. Ou pire, il souriait maladroitement pour éviter les conflits. Aminata à l'écart. Avant même dans le silence, Aminata se sentait chez elle. Mais depuis l'arrivée de Mariem, elle avait l'impression d'être dans une maison louée. Le matin, Mariem faisait le petit déjeuner, pour elle et son mari. Aminata n'avait droit qu'à un fond de thé froid, ou parfois rien du tout.
Le soir, les repas étaient déjà terminés quand elle rentrait de cours, ou bien on lui tendait une assiette froide, posée à part sur un coin de table. Elle mangeait seule, dos à la télé allumée, pendant que les deux autres riaient dans la chambre. Parfois, elle se surprenait à parler toute seule, juste pour entendre une voix humaine. Elle commençait à croire qu'elle n'avait vraiment plus de valeur, qu'elle était transparente. Les règles ont commencé doucement, puis sont devenues étouffantes. D'abord, ne pas entrer dans la chambre. Ensuite, ne pas utiliser la salle de bain après 22 heures. Puis, ne pas toucher au frigo sans permission. Elle n'avait plus accès à l'armoire à pharmacie, plus le droit d'allumer le chauffage sans demander. Un jour, elle a pris un yaourt sans demander. Le lendemain, Mariem a collé un papier sur le frigo, réservé aux adultes responsables. Comme si Aminata était une voleuse, une intruse, une incapable. Même ses affaires commençaient à disparaître, ses livres, ses cahiers, ses vêtements. Tout devenait flou. Flou comme la frontière entre elle et le néant. Elle vivait là, mais elle n'existait plus. Un samedi, elle a craqué. Elle a appelé sa tante maternelle, une femme douce et croyante qu'elle aimait beaucoup. En larmes, elle a raconté ce qui se passait. Pas tout, mais assez pour qu'on entende sa détresse. La tante a écouté, choquée, puis lui a promis « Je vais parler à ton père. Il comprendra. Il t'aime. » Aminata a attendu toute la semaine, mais rien n'a changé. Pire, son père lui a dit sèchement, sans même la regarder « Tu parles trop. Apprends à te faire respecter en silence. » C'était le coup de grâce. Elle a compris que même sa tante n'avait pas eu de poids et qu'aucun adulte n'allait la sauver. Le soir où tout a basculé, il faisait chaud. La maison était tendue. Mariem criait dans la cuisine « Il manque 5000 francs !» Qui a pris dans ma pochette. Aminata n'avait rien pris. Elle n'avait même pas vu la fameuse pochette. Mais la femme l'a pointée du doigt, sans hésiter. C'est elle. Qui d'autre ici fouille dans les affaires? Le père est arrivé, furieux, sans poser de questions. Il l'a regardée, les yeux rouges de colère, et a crié « T'as pas honte ?» Puis, une gifle, sèche, violemment jetée contre sa joue. Aminata est restée figée. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas crié, elle est simplement montée sur son matelas. Et cette nuit-là, elle n'a pas fermé l'œil. Elle s'est répétée une seule phrase. « Ce n'est plus mon père, ce n'est plus ma maison, ce n'est plus ma vie. » Quand on te rejette chez toi, il faut apprendre à exister ailleurs. Après cette gifle, quelque chose s'est brisé, pas juste sur la joue d'Aminata, mais à l'intérieur. Elle ne ressentait plus rien, même pas de la colère. Juste un vide, profond, silencieux, lourd comme une mer sans fin. Elle a cessé de parler. Elle ne répondait plus aux questions à table. Elle se levait, partait à l'école, revenait, s'enfermait. Le soir, elle écrivait des lettres. Pas pour les envoyer, juste pour survivre. Des lettres à sa mère. Des pages entières où elle lui racontait ses journées, ses douleurs, ses colères qu'elle n'arrivait pas à exprimer. Elle les rangeait dans une boîte, sous le matelas du salon. Ce rituel est devenu son oxygène. Sa façon à elle de ne pas disparaître complètement, de garder un lien, même fragile, avec quelque chose de vrai, quelque chose d'humain. Une lumière inattendue. Un soir, alors qu'elle rentrait plus tard que d'habitude, une vieille voisine lui a tendu un bol de soupe chaude. Une petite dame appelée Fatou, que tout le quartier appelait Maman Fatou. Elle avait des yeux doux, fatigués, mais remplis d'une bienveillance sincère. Elle n'a posé aucune question, juste un sourire et un « Tu peux venir ici quand tu veux, je suis là ». Ce simple geste, si simple, a bouleversé Aminata. Elle a commencé à passer par chez elle après l'école, boire un thé, parler un peu, écouter de la musique d'un autre temps, et surtout se sentir pour une fois accueillie, pas jugée, pas ignorée. Maman Fatou ne remplaçait pas sa mère. Mais elle lui rappelait que certaines femmes savaient encore aimer sans condition. La découverte des lettres. Un jour, par erreur, Mariem est tombée sur la boîte à lettres. Elle l'a ouverte, pensant y trouver des bêtises d'adolescente. Mais elle a lu. Et en lisant, son visage s'est figé. Ce qu'elle y trouvait, c'était le journal d'une souffrance qu'elle n'avait jamais regardée. Aminata ne le savait pas, mais depuis ce jour, Mariem a changé. Pas de façon spectaculaire. Elle restait froide, mais elle ne criait plus. Elle évitait les reproches. Elle lui laissait de la nourriture, sans rien dire. Comme si, au fond d'elle, quelque chose s'était brisé aussi. Une conscience? Une honte? Aminata ne lui a jamais demandé,
Mais elle a senti une tension moins violente, un mur qui commençait à se fissurer. Une porte de sortie. À l'école, Aminata n'avait jamais parlé de ce qu'elle vivait. Mais elle travaillait, silencieusement, sérieusement. Une professeure de français, Madame Laurent, l'a remarqué. Un jour, elle lui a parlé à la fin du cours. « Tu as du feu dans les yeux, Aminata, mais on dirait que tu le caches. » Elle lui a proposé de postuler à une bourse pour un internat littéraire, un endroit où elle pourrait étudier, vivre en résidence, loin du foyer familial. Aminata a hésité. Avait-elle le droit de fuir? Mais en voyant la maison ce soir-là, en entendant encore une fois les rires étouffés de Mariem et du père, elle a compris. C'était pas fuir, c'était survivre. Et surtout, commencer à exister par elle-même. Le jour de son départ, il n'y a pas eu de câlin. Juste une valise posée au coin du salon. Le père n'a pas dit grand-chose. Mariem a regardé ailleurs, mais maman Fatou était là. Elle l'a prise dans ses bras et lui a chuchoté « Tu n'es pas seule. » Tu ne l'as jamais été. Aminata a marché vers le bus. Son cœur battait vite. Pas de peur, d'espoir. Elle ne savait pas encore ce que la vie lui réservait, mais elle savait une chose. Elle allait écrire sa propre histoire. Et cette fois, elle allait signer avec son propre nom. Combien d'enfants vivent ainsi, invisibles, en silence? Si cette histoire t'a touché, abonne-toi, like et partage. Et si toi aussi tu connais une histoire aussi injuste, raconte-la en commentaire. Parce que ta voix, elle aussi, mérite d'être entendue. Ce n'est pas parce qu'on vit sous un toit qu'on se sent chez soi. Ce n'est pas parce qu'on partage un nom qu'on partage l'amour. Il y a des blessures qu'aucun œil ne voit, mais qui saignent tous les jours. Et parfois, il faut partir pour ne pas mourir à petit feu. Aminata n'a pas fui sa famille. Elle a fui l'indifférence, le silence, le rejet. Elle a compris une chose essentielle. Quand personne ne te protège, tu dois devenir ton propre refuge. Grandir, c'est parfois apprendre à se reconstruire avec des morceaux brisés. Mais c'est aussi se promettre qu'un jour, on deviendra l'adulte qu'on aurait voulu avoir à ses côtés. Et cette promesse-là, Aminata l'a gravée au fond de son cœur.